Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et sans plus attendre, faut pas traîner parce que j'ai une énorme montagne de mangas à vous présenter cette semaine. Sans plus attendre donc, on va commencer avec Tokyo Revengers. Takemichi, à 26 ans, a le sentiment d'avoir raté sa vie. Il survit tant bien que mal de petits jobs par-ci par-là, il n'a ni rêve ni avenir, il est toujours puceau. Et pour couronner le tout, ce jour-là, il apprend que Tachibana, la seule fille avec qui il a été en couple, c'était quand il était au secondaire, vient de se faire tuer lors d'un règlement de compte entre deux gangs de rue. Et la tête ailleurs, un petit peu perturbé par ce qu'il vient d'apprendre, il tombe sur les rails du métro et il se fait écraser. C'est à ce moment-là qu'il se réveille 12 ans plus tôt, jour pour jour, à l'époque du secondaire où il jouait les bad boys avec sa gang de chums. Il comprend qu'il peut peut-être alors changer les choses, influencer sur son avenir passé, changer les choses à la fois pour lui-même mais aussi pour Tachibana, cette fille qu'il a aimée et qui vient de mourir, et ainsi peut-être donner un sens à sa vie. Alors Tokyo Revengers est un manga furio, le manga furio désignant un shonen qui met en scène des yakuza, des bad boys et qui est souvent décliné sur un ton humoristique. Le manga furio par excellence, c'est GTO, Great Teacher Onizuka évidemment. Mais à cette histoire de type furio vient s'ajouter toute la dimension du voyage temporel qui rajoute un petit plus qui est vraiment le fun. Bon, par contre, on a un gros problème de traduction en français de France, vraiment intense, avec beaucoup d'expressions populaires, du verlan, alors cette langue qui se prononce à l'envers en France. Beaucoup de mots qui sont totalement incompréhensibles pour n'importe quel Québécois. Mais à part ces détails de traduction, c'est un manga sur lequel on passe du bon temps, donc c'était Tokyo Revengers. On continue avec un autre shonen un peu plus intense, Ice Pig. Ice Pig dans lequel on suit Vespa, un jeune un peu paumé, mais pour qui il y a une valeur qui est essentielle dans la vie, c'est la liberté. Et c'est au nom de sa liberté qu'il ne s'engage jamais en rien. Il n'a pas de blonde, par contre il entretient une blonde virtuelle qui lui coûte vraiment cher. Il n'a pas de job non plus, il enchaîne seulement les petits contrats ponctuels. Puis il a un appartement assez dégueulasse, le moins cher possible. Et un jour, un gars de sa connaissance lui propose un contrat ponctuel très bien payé, qui consiste seulement à conduire un camion de livraison. Tout ce qu'il a à faire, c'est amener le truck à un point A, charger la marchandise et la livrer à un point B. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, en découvrant la marchandise en question, son sang ne fait qu'un tour. Cette marchandise, bien, il s'agit de femmes kidnappées par une société yakuza qui s'appelle Farm et qui doivent être vendues comme esclaves à de riches clients sans aucun scrupule, et notamment à Ice Pig, un mystérieux hacker dont la légende urbaine veut que ce serait un geek obèse qui mange tout le temps des crèmes glacées. Et c'est donc toujours au nom de cette liberté qui lui est si chère que Vespa va se rebeller et va libérer ces pauvres femmes. En fait, il va tout simplement prendre le camion en otage puis les amener à un endroit où il pense qu'elles seront en sécurité. Malheureusement, ça va pas se passer tout à fait comme il voulait, puis il va se faire capturer par les sbires de Farm et être lui-même vendu comme esclave. Sa chère liberté est donc clairement menacée pour toujours. Et c'est ainsi que notre héros Vespa se retrouve acheté par nul autre que le fameux Ice Pig. Il découvrira bien vite que ce mystérieux hacker n'est pas un geek obèse, mais bien cette jolie jeune fille qui, oui, en effet, ne mange que des popsicles dans la vie, qui a elle-même été esclave par le passé avec sa mère et qui cherche à se venger de la société Farm. Vespa va donc s'allier à elle pour faire tomber cette atroce compagnie. Ice Pig est donc un shonen de type thriller, qui est quand même assez violent, hein, donc réservé à un public averti. Et clairement, comme tout bon thriller qui se respecte, ça bouge tout le temps et le suspense est bien là. C'était Ice Pig. Mon titre suivant, c'est Versailles of the Dead, dont le titre ne nous trompe pas parce que c'est bel et bien une histoire de zombies. Le setting se situe au temps des rois et des reines de France, qui est une thématique qu'on retrouve assez souvent dans les mangas, puisque c'est très à la mode chez les Japonais de se passionner pour cette époque en Europe. Il y a comme des espèces de sociétés de regroupement de gens qui se regroupent pour échanger leurs connaissances sur l'époque et tout ça. Bref, c'est un setting qui est assez cher au public japonais. Donc l'histoire débute quand Marie-Antoinette, jeune duchesse d'Autriche, est en route vers le royaume de France pour s'y marier avec le dauphin et futur roi de France, et donc ainsi elle-même devenir reine de France. Sur sa route, un personnage original l'accompagne. C'est son jumeau Albert qui lui ressemble trait pour trait. Et la raison de sa présence ici, c'est que Marie-Antoinette a prévu qu'Albert lui serve de doublure lorsqu'elle sera tannée de ses obligations à la cour. Mais sur le chemin, en plein milieu d'une sombre forêt, leur diligence se fait attaquer par des morts-vivants et Marie-Antoinette est tuée sur le coup. Albert, lui, s'en sort tant bien que mal et décide
de prendre sa place. Il se présente alors à Versailles en tant que femme. Le problème, c'est que les zombies ne sont pas très loin et que Marie-Antoinette n'est peut-être pas aussi morte qu'on le croit. Alors j'ai peine à vous dire si j'ai aimé ou pas Versailles of the Dead. Je suis un petit peu ambivalente, puis pourtant j'aime bien généralement les histoires de zombies. Le dessin est correct, mais sans être top. Le scénario c'est pareil, c'est correct sans être extraordinaire. Fait que pour cette fois je vous dirais, essayez de le lire, puis vous jugerez par vous-même. Donc c'était Versailles of the Dead. On continue avec la toute dernière publication de la maison Ototo, maison dont les publications sont toujours très attendues. Cette fois, c'est It's My Life. Alors, It's My Life, c'est de la fantasy humoristique, une sorte de parodie des mangas fantasy qu'on voit habituellement. On y suit Astra, un chevalier très doué dans le maniement de l'épée, et très aimé de ses soldats, qui va démissionner de son poste de paladin et partir s'installer dans une vieille maison de campagne isolée en plein milieu de la forêt qu'il vient d'acquérir. Astra aspire à une vie de tranquillité, une vie reculée du monde de la ville où il pourra enfin vivre paisiblement ses jours de retraite, s'occuper de sa maison, de son jardin, profiter de la vie. Mais c'était sans compter sur l'irruption brutale de Noah, une jeune sorcière de 8 ans, le jour même de son emménagement. Noah est une espèce de boule d'énergie qui vient casser toute la solitude et la tranquillité à laquelle aspirait Astra. Donc après une suite de quiproquos, tous plus farfelus les uns que les autres, notamment quand Noah prend Astra pour un dieu maléfique et tout-puissant dont elle veut devenir la disciple, et que Astra omet de démentir le fait par peur de la blesser. Après donc une couple de quiproquos de ce genre, les deux finissent par se lier d'amitié, et la petite Noah emménage dans la vieille maison. Elle y sera bientôt suivie de toute une panoplie de personnages plus colorés les uns que les autres, notamment un gentil dragonnet mangeur de brioches. Donc comme vous le voyez, un shonen de fantasy assez décalé, et le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps, donc c'était It's My Life, tome 1 et tome 2, et je vais continuer avec un manga très très différent qui est La vie devant toi. La vie devant toi est le nouveau manga d'un auteur très controversé, Hideki Arai, qui a écrit un manga très particulier que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ki-Ichi, et qui donc avec cette publication se lance dans un tout autre genre de manga. La vie devant toi est l'adaptation d'un roman japonais sorti en 2011. Adaptation manga sous forme d'un one-shot tout simplement, mais un one-shot quand même assez épais, vous voyez c'est à peu près le double d'un manga régulier, et c'est un seinen de type tranche de vie. On y suit Sosuke, un gars de 27 ans, qui travaille dans un institut pour personnes âgées. Quand l'histoire débute, Sosuke vient de démissionner de son poste, rongé par la culpabilité après avoir renversé une de ses pensionnaires, alors qu'il poussait son fauteuil roulant, puis la pauvre madame est décédée 6 jours après. Rien n'a prouvé qu'elle était décédée à la suite de cette chute ou d'une blessure provoquée par cette chute, mais lui est vraiment rongé par la culpabilité de peut-être avoir accidentellement provoqué la mort de cette vieille madame. Sosuke passe donc ses journées à se ronger les sangs et les ongles, jusqu'à ce que Mademoiselle Shigemitsu, une assistante sociale, qui habituellement fournit les contrats aux aides-soignants comme Sosuke, lui l'appelle pour lui proposer un nouveau poste. Ce nouveau poste consiste à s'occuper à domicile de monsieur Yoshizaki, qui est un vieux monsieur connu pour sa mauvaise humeur et son caractère difficile. Alors sous l'apparence d'une histoire très banale, on comprendra bien vite ici que rien n'est laissé au hasard. Monsieur Yoshizaki a des plans bien précis pour Sosuke. De son côté, Mademoiselle Shigemitsu, l'assistante sociale, a également ses plans. Et notre héros se débat toujours avec sa culpabilité. Dans ce scénario extrêmement bien monté, l'auteur nous amène sans aucune résistance là où il veut nous emmener. L'auteur met en scène 3 personnages de respectivement 81, 46 et 27 ans, dont il dresse des portraits crus, vrais, bruts. Le dessin magnifiquement exécuté, lui aussi est cru, vrai et brut. Les émotions y sont retranscrites sans aucune censure. On retrouve un style de dessin très réaliste, un petit peu comme on avait dans I Am a Hero ou dans Beck par exemple. Voilà à quoi ça peut ressembler par exemple. J'aime ces œuvres où on nous montre l'humain tel qu'il est, sans déformer la réalité, sans omettre une partie de leur quotidien ou de leur démon intérieur. Dans La vie devant toi, on parle de la vieillesse bien sûr, mais surtout de la vie, de la mort, des regrets, de la culpabilité, de la solitude. C'est beau, c'est émouvant, mais pas dramatique. On décrit juste la vie telle qu'elle est. Autant ce que chacun d'entre nous voit dans le monde qui l'entoure que de notre monde intérieur. Une très belle lecture donc, La vie devant toi. En plus c'est un one-shot et ça c'est bien agréable de temps en temps. Et dans un style très différent, on continue avec My Ball. Un shonen ayant pour cadre le soccer. Donc le sous-titre c'est Feminine Football Team, mais ne vous y trompez pas, on parle bien ici de soccer et non pas de football.
Bon, on va être très honnête avec My Ball, ce n'est de toute manière pas le sport pratiqué qui va être le plus important et au centre de l'action dans ce manga. Notre héroïne, Mai, s'entraîne tous les jours au soccer avec son ami d'enfance, le beau Kunimitsu. Au fil de ses années d'amitié, elle a fini par tomber secrètement amoureuse de Kunimitsu et elle continue leurs entraînements quotidiens juste pour pouvoir passer du bon temps avec lui, alors qu'elle n'aime pas vraiment le soccer finalement. Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que Mai a une imagination débordante et qu'elle s'imagine souvent dans des situations, disons, embarrassantes avec Kunimitsu. Seulement le jour où la belle et sportive Reika commence à s'intéresser elle aussi à Kunimitsu, Mai comprend qu'elle fait face à une adversaire de taille. Les deux rivales vont alors faire fi de leurs différences afin de monter un club de soccer féminin avec Kunimitsu pour coach. Mais tout ça bien sûr dans le but, chacune de son côté, de le séduire et de finir dans ses bras. Qui d'entre vous les gars n'aimerait pas se retrouver à la place de Kunimitsu? Donc les 2 premiers volumes sont sortis en même temps et sont donc d'ores et déjà disponibles. C'était My Ball. Tous les mangas qui me restent à vous présenter sont des yaoi, puisqu'on a reçu une belle quantité de nouveautés yaoi de chez Taifu ces derniers temps. Et pour moi, la sortie la plus importante, c'est Grainelier, puisque c'est le nouveau manga de Riito Takarai. Alors pour ceux ou celles qui voudraient se lancer dans le yaoi et qui ne connaissent pas Riito Takarai, sachez que cet auteur-là est un petit peu la Eiichiro Oda du yaoi, c'est l'auteur la plus connue dans le milieu. Elle fait des œuvres qui sont toujours très bien dessinées avec des scénarios très travaillés. Et donc c'est une très bonne auteure pour se lancer dans le yaoi si c'est un type de manga qui pourrait vous intéresser. Grainelier met en scène un univers fantastique, un monde dans lequel le métier le plus respecté est celui de grainelier. Donc ce sont des gens qui font pousser des plantes, des fleurs, des arbres, à base évidemment de petites graines. Et ces graines servent absolument à tout dans la vie de la population. Ça peut être à manger, à faire du feu, s'abriter, etc. Sauf que certaines de ces graines sont des graines délétères qui, si elles sont ingérées par l'être humain, fusionnent avec le corps de l'humain et les transforment à moitié en plantes, leur donnant des pouvoirs un peu spéciaux qui sont assez redoutés du gouvernement, donc ces personnes sont pourchassées. Attention, la plupart des mangas de Riito Takarai sont réservés à un public averti 16 ans et plus. Alors dans ce premier volume, il est accessible à tout public, aucune scène explicite. Par contre, c'est une série, donc je peux pronostiquer que par la suite, ça va être un manga qui va être plus pour un public 16 ans et plus. Mais ça, c'est juste mon pronostic. Je vous présenterai les autres titres en batch. Alors, je commence par les 2 titres qui sont vraiment pour tout public, sont des one-shots. J'ai A Beautiful Sunny Day, puis Our Dining Table. A Beautiful Sunny Day qui parle de 2 amis, 2 associés dans une petite entreprise personnelle de récupération et réparation. Donc ils sillonnent les villes et les villages à la recherche d'objets dont les gens veulent se débarrasser. Puis l'un d'eux est un réparateur génialissime qui est capable de redonner vie à n'importe quel objet. Donc ensuite ils les revendent et c'est de ça qu'ils vivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et donc le réparateur, c'est le jeune homme brun qui se trouve ici, puis ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune homme blond qui est à côté, qui est son ami et associé, a lui-même été récupéré par Ojiro, le brun, dans le sens où il l'a un petit peu trouvé, puis il l'a adopté, il l'a un peu pris sous son aile, dans un moment où Haruhito n'allait pas bien. Et toute l'histoire va tourner autour du fait que Ojiro est capable de tout réparer, à l'exception d'une seule chose, c'est le cœur brisé de Haruhito. Et pour Our Dining Table, qui est un one-shot également, on va suivre une histoire d'amour qui va se dérouler au fil du temps grâce à un petit garçon. Ce petit garçon, c'est le petit frère du blond Minoru. Le petit garçon tanné va se prendre d'amitié pour notre héros Yutaka. Et donc c'est l'amitié entre ce petit garçon puis ce jeune homme qui va rapprocher les 2 gars et être le début d'une histoire d'amour. Donc tout est basé sur un petit peu les sentiments naissants. Et puis ma deuxième batch de yaoi concerne les yaoi réservés à un public 16 ans et plus exclusivement. Donc il s'agit de ces 3 volumes, Minori no Te, Gun and Heaven et Brother Autospot. Minori no Te racontant les affres d'un ostéopathe un petit peu trop entreprenant. Gun and Heaven étant un thriller enquête où l'action et le suspense vont prendre une grande part, mais également l'histoire d'amour entre, j'allais dire nos 2 personnages principaux, mais dont non plus de personnages. Et Brother Autospot que j'ai trouvé très bien fait et qui met en scène une histoire d'amour naissante entre un tatoueur et son client. Tous les 3 sont des one-shots. Voilà pour la présentation des nouveautés manga de cette semaine. Je terminerai avec l'élection de mon top 2 favori de la semaine. Donc c'est Tokyo Revengers puis La vie devant toi. La vie devant toi pour les portraits de nos 3 personnages dressés de façon brute, réaliste, vraie, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a beaucoup touchée.
puis cette espèce de dédramatisation de la vie et de la mort qui est omniprésente dans le manga. Puis Tokyo Revengers pour le côté humoristique, un peu décalé d'un manga Furio qui rappelle clairement ce qu'on aimait quand on lisait GTO. Mais avec tout ce côté du suspense de est-ce qu'il va arriver quand même à changer le cours de sa vie puis celle de la fille qu'il aime. Donc qui était très bien fait puis qui donnait vraiment envie de savoir la suite. C'est donc là-dessus que je vais vous quitter. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.